Bonjour à tous et bienvenue aux étudiants qui suivent le cours d'électromagnétisme sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je suis à la partie 4 du cours numéro 5 de l'électromagnétisme et dans cette partie, on va parler de l'induction, l'auto-induction et de l'énergie magnétique. Bien, donc commençons par parler un petit peu de ce que c'est que l'induction mutuelle. Donc, quand est-ce qu'on parle de l'induction mutuelle? Lorsqu'on a deux circuits. Donc, vous avez par exemple un circuit C1 qui est parcouru par un courant I1. Ce circuit va créer un champ magnétique partout dans l'espace. Donc, en particulier dans la région où vous avez le circuit, un autre circuit C2. Donc, on va parler de phénomène d'induction mutuelle entre le circuit C1 et le circuit C2. Comment déterminer ce coefficient d'induction mutuelle? On va le déterminer en calculant le flux envoyé par le circuit C1 à travers la surface du circuit C2. Donc, d'après la loi de Biot-Savart, le champ magnétique créé par le circuit C1 en un point quelconque de l'espace, c'est μ0 sur 4π, l'intégrale de I1 d de L vectoriel U sur R carré, ou bien Pm sur Pm au cube, avec P un point quelconque du circuit C1 et M un point quelconque de l'espace. Bien, donc le flux envoyé par le circuit C1 à travers la surface entourée par le circuit C2, par définition, c'est égal à quoi? C'est égal à double intégrale B1 scalarité de S2. Donc je calcule le flux de B1 sur quelle surface? Sur la surface entourée par le contour gamma 2, c'est-à-dire la surface du circuit C2. Qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai remplacé juste B1 par sa valeur. Donc B1, c'est l'intégrale I1 d de L sur vectoriel U sur R au cube. Tout ce qui est entre crochets, c'est une intégrale qui ne dépend que des paramètres géométriques, de la longueur du circuit, de la distance entre les deux circuits, donc c'est une constante. Autrement dit, ce flux envoyé par le circuit C1 à travers le circuit C2, c'est une constante fois le courant I1. Donc, vous voyez, cette constante, c'est la valeur de tout ce qui est entre crochets. Et cette constante ne dépend que des paramètres géométriques. De même, on peut calculer cette fois-ci l'inverse. Je peux calculer le flux, supposons que le circuit C2 cette fois-ci est parcouru par un courant I2. Ce courant I2 va créer un champ magnétique partout dans l'espace, en particulier là où se trouve le circuit C1. Et donc, on peut parler de flux envoyé par C2 cette fois-ci à travers le circuit C1. Et même chose, ça sera l'intégrale de B2 d de S1. Je remplace B2 par sa valeur. Là aussi, j'aurai une constante qui ne dépend que des paramètres géométriques et je pose cette constante est égale à M de 1. Donc, vous voyez bien que F1,2, le flux envoyé par 1 à travers 2 est proportionnel au courant I1 et le flux envoyé par 2 à travers I1 est proportionnel à I2. Maintenant, on va essayer de montrer que ce coefficient de proportionnalité M1,2 est égal à M de 1. Et le terme entre crochets, c'est tout simplement ce qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle entre le circuit C1 et le circuit C2. C'est une constante qui ne dépend uniquement que des paramètres géométriques liés à la forme des deux circuits. Maintenant, je vais montrer que M1,2 est égal à M de 1. Et ça va être un résultat très important. On va se rendre compte quand on va faire un exemple tout de suite après. Donc, essayons de calculer le flux envoyé par B2 à travers la surface du circuit C1. Or, B2, c'est rotationnel de A2. Et le flux de rotationnel d'un vecteur à travers une surface, c'est la circulation de ce vecteur à travers le contour qui entoure la surface S1, donc à travers le contour gamma 1. Or, par définition, la définition du potentiel vecteur créé par le circuit C2, c'est μ0 I2 sur 4π l'intégrale d de L2 sur R12. C'est-à-dire le potentiel vecteur créé par le circuit C2 à une distance R12. Si j'intègre cette expression dans l'expression précédente, je trouve que le flux envoyé par 2 à travers 1, ça sera μ0 I2 sur 4π, l'intégrale sur gamma 1, ensuite l'intégrale sur gamma 2, d de L1 scalaire d de L2 sur R12. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette intégrale-là
je peux permuter l'indice 1 et 2, ça ne va rien changer. Parce que D2L1 scalaire D2L2, c'est exactement D2L2 scalaire D2L1. Et la distance entre R12, c'est la distance entre R21. Et donc, tout simplement, on trouve que M12 est égal à M21. Parce que d'après cette formule, à quoi est égal M21? C'est égal à mu0 sur 4pi, l'intégrale gamma 1, gamma 2, D2L1, D2L2 sur R12. Si je permute l'indice 1 avec 2, je trouve M12. Et donc, puisque cette intégrale est la même, donc M12 est égal à M21 est égal à cette intégrale. Et cette formule, c'est ce qu'on appelle la formule de Neumann. Autrement dit, si on veut calculer le coefficient d'induction mutuelle entre deux circuits, il faut chercher quelle est la méthode la plus simple. Est-ce que de calculer le flux envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2 ou l'inverse? Voilà un exemple tout de suite d'application pour mieux comprendre ce théorème. On vous donne un solenoïde infini parcouru par un courant I2 et au milieu de cette solenoïde, ou bien à l'intérieur, on va placer une spire circulaire dont l'axe n'est pas parallèle à l'axe OZ, mais qui fait un angle θ avec l'axe OZ. Donc voilà le vecteur D de S de la surface de la spire circulaire. Quel est le coefficient d'induction mutuelle entre les deux circuits? Si je veux calculer par exemple le flux envoyé par la spire à travers le solenoïde, ça va être extrêmement compliqué parce que le champ créé par une spire circulaire, vous voyez bien, c'est le champ créé par un dipôle. Les lignes de champ sont assez complexes et calculer le flux de ces lignes de champ à travers toutes les surfaces du solenoïde infini, c'est pratiquement impossible. Donc, je vais voir est-ce que je peux calculer cette fois-ci l'inverse, le flux envoyé par le solenoïde à travers la bobine. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pourquoi? Parce que le solenoïde crée un champ magnétique infini, un champ magnétique mesurant NI suivant OZ qui est constant. Voilà le champ créé par le solenoïde en un point quelconque. Donc en particulier sur la surface entourée par la spire circulaire, le champ il est constant, il est suivant OZ. Voilà, je l'ai représenté par cette flèche en bleu. Donc B2 scalaire D de S, ce sera B2 fois D de S fois cosinus de cet angle qui est constant, puisque le champ il est constant. Donc le calcul de flux sera extrêmement simple, ça vous donne B fois S fois cosinus θ, qui est égal à M fois I2. Donc je trouve tout de suite le coefficient d'induction mutuelle, c'est mu0 N fois la surface S1 fois cosinus θ. Donc vous voyez bien que c'est un paramètre qui ne dépend que des paramètres géométriques et de la nature du milieu bien sûr. Ici c'est le vide, c'est mu0. Si vous avez le solenoïde rempli par un matériau, ce sera la perméabilité du matériau. Donc vous voyez maintenant l'avantage important, immense de cette propriété d'égalité des coefficients d'induction mutuelle. Bien, maintenant on va passer de ce qu'on appelle, donc voilà c'est un autre exemple de l'induction mutuelle d'une bobine et d'une spire. Bon là c'est le même principe, donc vous avez le champ magnétique créé par le solide infini. Ensuite je calcule le flux de ce vecteur à travers les n spires de cette solenoïde. Donc ce sera tout simplement n fois le flux à travers une seule spire, parce que là les vecteurs D de S sont parallèles. Et vous avez le coefficient d'induction mutuelle cette fois-ci. Aussi, c'est plus facile de le calculer, de calculer le flux envoyé par le solenoïde à travers la bobine et non l'inverse. Bien, bon, l'exercice on le fera en TD. Maintenant je passe à ce qu'on appelle l'auto-induction. Qu'est-ce que c'est que l'auto-induction? Auto-induction, ça veut dire tout simplement le flux qui crée le champ magnétique est le même, le circuit qui crée le champ magnétique, c'est le même circuit à travers lequel on va calculer le flux envoyé. D'accord? C'est-à-dire le phénomène d'induction si l'inducteur est confondu avec l'induit. C'est-à-dire le circuit qui crée le champ est le même circuit dans lequel on va calculer le flux. Donc prenons un solenoïde par exemple, le courant qui traverse le solenoïde engendre un champ magnétique partout dans l'espace, donc en particulier à travers la surface du circuit lui-même. Dans ce cas, on parle de flux propre, c'est-à-dire le flux envoyé par le circuit 1 à travers lui-même. Donc ce sera l'intégrale B1 D de S1, la même chose que tout à l'heure, en remplaçant B1 par sa valeur, vous allez avoir quelque chose qui ne dépend que des paramètres géométriques et qui sera proportionnel à I1. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction.
Donc là aussi, c'est un paramètre qui ne dépend que des paramètres géométriques et de la nature du milieu. Et bien sûr, l'unité, c'est le Henry. Maintenant, on a défini ce que c'est que le coefficient d'induction mutuelle, ce que c'est que le coefficient d'auto-induction. Autrement dit, dans le cas général, si vous avez deux circuits, vous avez deux types de flux. Il y a ce qu'on appelle le flux propre. Vous avez par exemple deux circuits, un circuit C1 parcouru par un courant I1. Si je veux calculer le flux total à travers la surface du circuit C1, vous avez deux contributions. Vous avez le flux envoyé par le circuit C2 et vous avez le flux propre créé par le champ magnétique créé par le circuit C1. Et donc le flux total à travers le circuit C1, c'est le flux propre plus le flux envoyé par le circuit C2. Et la même chose pour le circuit C2. Et on définit ce qu'on appelle une matrice de flux, une matrice d'inductance, c'est L1M, ML2. Vous voyez bien, c'est une matrice symétrique. Bien. Bon, là c'est l'auto-induction, juste l'aspect expérimental de l'auto-induction. Qu'est-ce que ça, le rôle de la bobine en fait dans un circuit où il contient inductance. Si vous fermez le circuit ici, vous avez deux branches, l'une qui contient une inductance, l'autre qui contient une résistance. Et si on suppose que la résistance de la bobine est la même que celle de la résistance, si je ferme le circuit, bien sûr, c'est l'ampoule L1 qui va s'allumer en premier. Et après un certain temps, l'ampoule L2 va s'allumer. Et pendant ce temps-là, la bobine va emmagasiner une certaine énergie magnétique. Quand j'ouvre le circuit, c'est l'inverse qui va se faire. C'est l'ampoule M1 qui va s'éteindre en premier. Et c'est l'ampoule L2 qui va s'éteindre en dernier, dû à l'énergie magnétique emmagasinée par cette bobine dont on va parler tout à l'heure. Bon, ça c'est des exemples, on aura l'occasion d'y revenir dans les TD. Et je passe à la dernière notion dans ce chapitre qui est l'énergie magnétique. Donc on va essayer dans ce paragraphe-là de définir différentes formes de formules qui permettent de calculer cette énergie magnétique et voir l'analogie avec ce qu'on a défini déjà en électrostatique qui est l'énergie électrique. Donc je vais considérer le cas d'un seul circuit simple, c'est une bobine qui est traversée par un courant variable. Et là c'est un noyau ferromagnétique qui on va utiliser dans la deuxième partie. Donc soit un circuit magnétique formé par une bobine qu'on va supposer de résistance R. Donc, si le courant varie, d'après la loi de Faraday, vous allez avoir une force électromotrice induite au bord de la bobine. Et si on applique la loi des mailles, ou bien la loi d'Ohm généralisée, vous avez la tension U1 plus la force électromotrice induite est égale à la résistance de la bobine fois le courant I qui circule. D'accord? Donc, je répète, donc j'ai une bobine, on va appliquer une tension variable. Donc, cette tension variable va créer un courant variable. Ce courant variable qui traverse la bobine va créer un champ magnétique variable, donc un flux variable. Et d'après la loi de Faraday, vous allez avoir induction d'une force électromotrice aux bornes de cette bobine. Donc, j'applique la loi d'Ohm généralisée, U plus E égale à R fois I. Avec E, c'est la dérivée du flux propre sur D de T. Parce que là, on a un seul circuit, donc il n'y a que le flux propre. Et le flux propre, c'est l'inductance fois le courant, ou bien moins L d de I sur d de t. Bien, maintenant je prends la première formule et je multiplie par I d de t des deux côtés. Je vais avoir quoi? Je vais avoir U fois I d de t est égal à R I carré d de t. Ensuite, E, je le remplace par E d de t, je le remplace par L fois d de I. En multipliant par I, ce sera L I fois d de I. D'accord? Donc j'ai multiplié, j'ai remplacé ici E par moins L d de I sur d de t, puis je multiplie par I d de t, les deux termes de cette équation-là. Maintenant, si on regarde de plus près cette expression, le premier terme, ça signifie quoi? U fois I, c'est quoi? C'est une puissance. Et la puissance fois le temps, ça va donner une certaine énergie fournie par la source. RI carré, vous le connaissez, c'est l'énergie dissipée par F-joule. Donc toute l'énergie fournie par la source, une partie va être perdue par F-joule, l'autre partie elle va passer où? Donc elle va être emmagasinée dans la bobine sous forme d'énergie magnétique. Et cette énergie magnétique, elle est stockée dans le circuit et sa valeur c'est Li d de I. Donc je calcule l'énergie totale en intégrant
entre 0 jusqu'à courant dans le régime permanent de Li fois d de I, et ça me donne 1 demi Li carré ou bien 1 demi I fois le flux propre. Donc voilà l'énergie magnétique lorsqu'il s'agit d'un seul circuit. Et ça vous rappelle l'expression de l'énergie créée par une charge, expression créée par une charge, c'est 1 demi Q fois V. 1 demi, donc le rôle que joue la charge en électrostatique est joué par le courant au magnétisme, et le rôle joué par la tension, il est joué par le flux. Bien, donc ça c'est l'énergie magnétique lorsqu'il s'agit d'un seul circuit. Maintenant, si on a plusieurs circuits, on va montrer dans la suite que la formule générale c'est 1 demi la sommation sur K, IK fois phi indice K. D'accord? Ou encore, ça sera 1 sur 2 0 l'intégrale B carré fois D d'auto. D d'auto sur le volume où existe le champ magnétique B. Donc, voilà, ça vous rappelle l'énergie que nous avons vue en électrostatique. C'est 1 demi, sommation sur I, QI fois VI. D'accord? Si vous avez N charges, leur énergie électrostatique, c'est 1 demi, la sommation sur K, sur I, QI fois VI. C'est-à-dire VI sur le potentiel où se trouve la charge QI. Essayons de démontrer cette expression-là. Dans le cas de des circuits d'abord. Prenons le cas de des circuits couplés. Ça veut dire quoi? Vous avez un circuit E1, une bobine L1 qui est traversée par un courant variable, va créer un champ magnétique variable. Ce champ magnétique variable va envoyer un flux à travers le circuit C2 et inversement. Donc on va déterminer l'énergie magnétique de ce système. Donc comme tout à l'heure, appliquons la loi d'Ohm au bord du premier circuit. Vous avez U1 plus E1, force électromotrice induite est égale à R1 fois I1. Et pour le deuxième circuit, j'ai la même chose. I2 plus E2 est égal à R2 fois I2. Je remplace E1 par D de phi 1 sur D de T et E2 par D de phi 2 sur D de T. En fait, E1 c'est moins D de phi 1. Puisque je le ramène de l'autre côté, ça sera D de phi 1 sur D de T. Là, il faut faire attention. Le flux Φ1, quand on parle maintenant de flux Φ1, vous avez deux contributions. Vous avez le flux propre et vous avez le flux envoyé par le circuit C2. Et la même chose, quand je parle de flux Φ2, c'est le flux propre à travers le circuit C2 plus le flux envoyé par le circuit C1. Donc comme tout à l'heure, je vais multiplier la première équation par I1 d de t et la deuxième équation par I2 d de t. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver cette expression-là. U1 fois I1 d de t est égal à I1 d de phi 1 plus R1 I carré d de t. Et la même chose pour l'autre. Je somme les deux termes et je trouve cette formule-là. Maintenant, essayons de voir un peu de plus près que devient chaque terme. Donc le premier terme, c'est quoi? Vous avez l'énergie fournie par le circuit par la source 1 et l'énergie fournie par la source 2. Donc cette énergie fournie par les deux sources, il va se trouver où? Il va se trouver soit dissipé sous forme de chaleur au niveau des résistances, et où va l'autre partie? Donc l'autre partie va être emmagasinée dans les deux circuits sous forme d'énergie magnétique. Et dans le cas, donc je vais déduire que l'énergie magnétique des deux circuits, c'est D de W, ça sera I1 d de phi 1 plus I2 d de phi 2. Pardon. Voilà. Donc dWm, c'est I1 fois d de phi 1, je remplace phi 1 par sa valeur, plus I2 d de phi 2. D'accord? Donc je répète, ici phi 1, il y a le flux propre plus le flux envoyé par le circuit C2. Et phi 2, c'est le flux propre du circuit C2 plus le flux envoyé par le circuit C1 plus le flux propre du circuit C2. Donc voilà l'expression de l'énergie magnétique. J'ai remplacé juste D de phi 1 par sa valeur. J'ai remplacé ici phi 1 par sa valeur. Et j'ai remplacé phi 2 par sa valeur. Bien. Donc voilà. Donc phi 1 d de phi I1 d de phi 1 plus I2 d de phi 2. Maintenant, essayons de réécrire cette expression autrement. Donc vous voyez que L1 d de I1 c'est 1 demi, c'est la différentielle de 1 demi I1 au carré. L2 I2 d de I2 c'est la différentielle, c'est-à-dire I2 d de I2 c'est D2 I2 au carré. Et plus ensuite vous avez I1 d de I2 plus I2 d de I1, c'est en fait la différentielle de I1 fois I2. D'accord? Ensuite, je vais partager ce M I1 d de I2, je vais l'écrire 1 demi M I1 d I1 I2 plus 1 demi I1 I2. Si je prends le premier terme en factorisant par 1 demi fois I1, qu'est-ce qu'il va me rester? Je factorise ici ce terme et ce terme par 1 demi I1.
il va rester L1 fois I1 plus M fois I2, qui n'est autre que le flux Φ1. Ces deux termes-là, je vais factoriser par 1 demi I2. Qu'est-ce qu'il va rester? L2 fois I2 plus M fois I1, qui n'est autre que Φ2. Et donc, en définitive, l'énergie magnétique de deux circuits, c'est 1 demi sommation IK fois Φ de K, K égale à 1 jusqu'à 2. Et pour N circuits, on généralise. D'accord? Donc voilà. Et donc, on retrouve exactement la même expression que un système de N charges, 1 demi sommation sur K, QK, VK. Donc, V de K sur le potentiel au point où se trouve la charge Q indice K. Très bien, donc voilà, on va essayer maintenant d'appliquer ces formules-là à quelques exemples particuliers. Prenons le cas du solenoïde et on va essayer de calculer l'énergie magnétique soit par cette expression, soit par l'autre expression qui est 1 sur 2 μ0 l'intégrale B carré des deux taux. Bien, l'énergie magnétique. Donc là, j'ai un seul circuit. Donc j'ai le flux propre, on l'a déjà calculé, c'est le flux de B à travers toutes les surfaces. Donc ça sera B fois N S au carré. Et vous voyez bien que avec donc le coefficient d'auto-induction, c'est μ0 petit n grand N fois pi r carré. Donc je peux calculer l'énergie magnétique par 1 demi I fois le flux propre. Donc voilà l'expression de l'énergie magnétique. D'accord? Donc j'ai un seul circuit, donc je le calcule 1 demi I fois le flux propre. Je peux le calculer aussi par l'autre formule, c'est l'intégrale B carré d d'auto sur 2 μ0. B, j'intègre où? Là où le champ magnétique est non nul. Or, le champ magnétique est non nul sur toute la surface, le volume de solénoïde. Comme B est constant, je le sors de l'intégrale. Il me reste l'intégrale d d'auto. Et l'intégrale d d'auto, c'est quoi? C'est la surface de base qui est pi r carré fois la longueur de solénoïde. Or, le nombre de spires par unité de longueur, c'est le nombre de spires total divisé par la longueur. Donc je remplace ici grand L par grand N sur petit n et je retrouve exactement la même expression de l'énergie magnétique que j'ai calculée par la première formule. Bien, voilà pour l'énergie magnétique. Avec ça, on arrive donc à la fin de ce chapitre où on a traité tout ce qui est phénomène d'induction, comment a été introduit le phénomène d'induction par Faraday, les conséquences des phénomènes d'induction, c'est-à-dire les équations de Maxwell. Ensuite, on a parlé de coefficient d'induction, d'auto-induction et de l'énergie magnétique. Donc, j'ai déjà posté, je crois, 2 séries de TD sur ce chapitre et vous aurez bientôt la 3e série de ce chapitre qui va s'intéresser essentiellement aux équations de Maxwell et à ces phénomènes d'induction et d'auto-induction. Donc voilà, bonne lecture et à très bientôt pour la suite.